Monde numérique. Apple Intelligence, enfin disponible en France, ça y est. Les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle arrivent sur iPhone, sur iPad. Mais bon, c'est pas transcendant, on va en parler cette semaine. Elon Musk revend Twitter et il est malin, il se le revend à lui-même. Et puis OpenAI qui fait une nouvelle levée de fonds record, décidément, l'IA toujours au sommet de la vague. Et puis cette semaine, l'événement, c'est aussi un anniversaire, les 50 ans de Microsoft. Une étape pour cette entreprise mythique dont l'histoire se confond avec l'histoire de l'informatique elle-même. Tiens, on va en parler avec mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal, puisqu'on observe ça, lui et moi, depuis des années. Et puis on évoquera également l'impact de l'augmentation des droits de douane aux États-Unis sur l'univers numérique. Vous allez voir, il y a peut-être des mauvaises surprises qui nous attendent. L'innovation de la semaine, je vous ferai découvrir une nouvelle IA dont on parle beaucoup en ce moment. C'est normal puisque c'est une IA qui parle. Il s'agit de Sésame. Dans la deuxième partie de cette émission, les interviews, je reçois le co-organisateur du salon Vivatech qui se profile. Pierre Louette nous dira en avant-première ce qui nous attend pour ce Vivatech 2025. Invité également notre chroniqueur haut de gamme, Luc Julia, avec un coup de gueule contre le phénomène Ghibli, ces images générées par intelligence artificielle. Et puis Luc Julia nous donnera aussi son avis sur le retard d'Apple en matière d'IA, notamment concernant Siri. Il faut dire qu'il y connaît un rayon. Enfin, Julien Villeray d'EDF nous dira comment les géants de la tech espèrent atteindre leur objectif de neutralité carbone grâce au pilotage des énergies renouvelables. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 5 avril 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo de Monde Numérique. L'hebdo, c'est chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech, disponibles sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. Pour les nouveaux venus, sachez qu'il y a également une version premium sur abonnement, sur Apple Podcast et sur Spotify exclusivement, qui vous donne droit à un hebdo un peu allongé avec parfois quelques news supplémentaires et puis surtout les interviews en version intégrale dès le samedi. Sinon, il faut attendre les jours de la semaine suivante pour les retrouver en épisodes séparés. Le lien est en description de cet épisode. Avant d'aller plus loin, un mot de notre partenaire Frogans. Frogans, c'est cette technologie française innovante de diffusion de contenu sur Internet sous forme de mini-sites, un peu comme des widgets, mais qui fonctionnent sur toutes les plateformes. Ordinateur, smartphone, tablette et même casque de réalité virtuelle. La particularité de Frogans, en effet, c'est qu'il s'agit d'un véritable web alternatif sous forme de standard ouvert, utilisable gratuitement par tous. Frogans est déjà présent en France, aux États-Unis et en Chine. Et pour aller plus loin dans son développement, la société F2R2, qui est au cœur de cette innovation, lance une offre de titres ouverte au public. Donc si vous souhaitez investir dans une innovation française unique en son genre, vous pouvez acquérir des actions F2R2. Pour souscrire, c'est simple, il suffit d'aller sur le site f2r2.fr. Et pour en savoir plus sur Frogans, retrouvez l'interview du fondateur, Alexis Tamas, en audio sur le fil du podcast Monde Numérique ou en vidéo sur la chaîne YouTube ou sur le site mondenumérique.info. Vous possédez un iPhone, si possible pas trop ancien, un iPhone 16 ou un iPhone 15 Pro, alors vous devez faire la mise à jour du nouvel iOS 18.4 pour bénéficier enfin du fameux Apple Intelligence qui est donc désormais disponible officiellement en Europe. On en a déjà parlé, Apple Intelligence, qu'est-ce que ça change ? Sachant que toutes les fonctions promises par Apple ne sont pas encore disponibles, il y a quand même du neuf et on va les rappeler rapidement. D'abord, un nouveau design pour Siri, une espèce d'auréole rose qui entoure désormais l'écran. Et puis Siri, cet assistant soi-disant intelligent que l'on peut convoquer oralement, bénéficie de nouvelles voix en français. On peut également lui parler par écrit, d'ailleurs en tapotant 2 fois le bas de l'écran. Pour autant, Siri est-il plus intelligent ? Eh bien, pas vraiment, c'est un peu là que le bât blesse. Mais quand il ne sait pas répondre à une question existentielle ou autre, il s'en remet à ChatGPT.
D'ailleurs, ça permet d'interpeller vocalement ChatGPT via Siri en lui demandant, «Demande à ChatGPT» et y compris pour des requêtes, complexes. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est une manière de compenser, de contourner le système. On va en reparler tout à l'heure avec Luc Julia qui va nous expliquer exactement, ce qui se cache derrière cette association. Rapidement, les autres fonctions liées à Apple Intelligence sur votre iPhone peut-être, la synthèse et le résumé des notifications, des réponses toutes prêtes suggérées pour vos messages, vos emails, la fonction Visual Intelligence qui permet d'analyser une image pour savoir de quoi il s'agit. On peut générer un résumé d'une page web également, mais uniquement avec le navigateur Safari. Et d'ailleurs, pas mal de fonctions sont en fait réservées aux applications Apple, Safari, Mail, etc. Et puis bien sûr, il y a cette fonction incroyable que tout le monde attend, la possibilité de réaliser des caricatures et des images animées de vos amis à partir de leurs photos. D'ailleurs, côté photo, on trouve de nouveaux outils de retouche, de suppression d'objets ou de personnes dans une image. On peut également faire des recherches complexes dans l'album photo, ça c'est plutôt pas mal. On en parle aussi de Apple Intelligence dans le grand débrief avec François Sorel et Bruno Guglielminetti, dernier épisode du mois de mars à retrouver en remontant un peu le fil de ce podcast. À noter que Apple Intelligence fonctionne aussi sur certains iPads et sur certains MacBooks équipés, à condition qu'ils soient équipés du processeur M1. Alors, est-ce que ça peut changer la face du monde, cette Apple Intelligence? Certainement pas en l'état. Malgré tout, les apports, même limités, sont quand même des petites améliorations appréciables au quotidien. Apple, encore avec un gros coup de massue pour la marque à la pomme, sous la forme d'une amende plutôt salée qui vient d'être infligée par l'autorité de la concurrence en France. Ça date du 31 mars dernier, une amende de 150 millions pour abus de position dominante concernant la publicité qui apparaît dans iOS, c'est-à-dire sur iPhone, et iPadOS, c'est-à-dire sur iPad. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, plus particulièrement, il s'agit du dispositif ATT, c'est-à-dire App Tracking Transparency. C'est une fonction qui est en place depuis 4 ans sur les appareils Apple et qui permet aux utilisateurs de demander à ce que telle ou telle appli tierce ne suive pas nos activités à travers le web. Ce qui permet normalement aux annonceurs publicitaires de faire des portraits robots de consommateurs pour adresser de la publicité ciblée. Alors en soi, cette espèce de protection contre la pub mise en place par Apple est plutôt louable. Et d'ailleurs, la firme en avait fait un argument commercial sur l'ère de la protection de la vie privée. Mais pour l'autorité de la concurrence, eh bien, ce n'est pas d'ailleurs ce principe de l'ATT qui pose un problème, mais c'est la manière dont ça a été mis en place parce qu'il y aurait un déséquilibre. En fait, il faut un clic pour refuser d'être suivi et 2 clics pour accepter. Et donc, ce qui compliquerait l'expérience utilisateur et ne serait pas conforme au RGPD. Voilà, 150 millions d'amendes pour ça, pour un clic de trop, si on comprend bien. Apple a fait part dans un communiqué de sa déception face à cette décision. Encore un coup d'éclat d'Elon Musk cette semaine. En fait, c'était vendredi dernier, 28 mars. Tranquillou, le milliardaire américain a annoncé qu'il avait revendu le réseau social X. Alors, revendu, oui, mais à lui-même, en quelque sorte, car X Twitter, a été cédé à xAI, une autre entreprise cofondée par Elon Musk, précisément pour concurrencer OpenAI et pour se spécialiser dans les intelligences artificielles. Parce qu'on refait le film rapidement, donc rappelez-vous, octobre 2022, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars, il le transforme en X et au passage lâche la bride de la modération, faisant de la plateforme le paradis des complotistes et des extrémistes de tout poil. Au passage également, l'entreprise pique un peu du nez financièrement, car les annonceurs s'en vont. Moins de 2 ans et demi plus tard, fin de l'aventure, enfin presque, puisque Elon Musk lâche l'affaire. Officiellement, cette opération vise à fusionner les capacités de X avec celles de xAI pour créer une synergie entre le réseau social et l'intelligence artificielle qui se concrétisera dans le chatbot Grok. Grok est déjà en service sur X, il fonctionne d'ailleurs de mieux en mieux pour aller chercher de l'information, pour expliquer aussi des sujets qui sont traités sur X. Bref, Musk a expliqué que cette combinaison allait permettre de proposer des services plus intelligents, plus rentables, en exploitant évidemment les données massives de X. Mais Grok, cela dit, ne va pas chercher ces données que sur X. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, ça va lui permettre de se désengager financièrement de la plateforme qui était devenue pour lui un gouffre financier. Peut-être aussi un peu de redorer l'image de marque du réseau X Twitter.
qui est fortement associé à l'image sulfureuse de Musk. Et puis à ce sujet, il faut préciser que X, par ailleurs, pourrait se trouver prochainement confronté à une action en justice européenne qui pourrait faire mal, avec une amende pouvant atteindre 1 milliard de dollars, c'est ce que prévoit l'Union européenne. Motif, absence de modération des contenus sur X. On sait que c'est là qu'il y a un problème ciblé dès le départ par les instances européennes, Thierry Breton en tête. Voilà, absence de modération conduisant à de la désinformation massive, ce qui est en infraction avec les nouveaux règlements européens sur les services numériques. Toujours du côté de la vie des grands groupes, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, continue de grossir. La start-up dirigée par Sam Altman a annoncé le 1er avril une nouvelle levée de fonds record de 40 milliards de dollars, soit environ 37 milliards d'euros. C'est presque un doublement par rapport aux 150 milliards du dernier tour de table en octobre 2024. Et cela valorise la start-up OpenAI à hauteur de 300 milliards de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis, même si OpenAI n'est pas pour autant à l'abri de toutes les secousses, car elle est soumise à une forte concurrence et à de vrais défis, à la fois venant des États-Unis et aussi de Chine, comme on l'a vu récemment avec DeepSeek. On va terminer cette séquence actu par une innovation, l'innovation de la semaine. C'est une nouvelle IA, une de plus, qui fait parler d'elle, et pour cause, je l'ai dit, car c'est une IA qui parle. Voici donc Sésame AI. Sésame, c'est une IA présentée comme émotionnelle, une IA encore plus réaliste que quasiment tout ce qu'on a vu et entendu jusqu'à présent. Alors, à l'origine de cette innovation, qui a été présentée publiquement il y a environ une semaine, il y a une start-up américaine, donc Sésame, qui entend réinventer la voix grâce aux LLM, les grands modèles de langage. Leur produit phare s'appelle Maya. Il est présenté comme un compagnon numérique capable de parler comme un humain, c'est-à-dire avec des intonations, des silences, des émotions. Si vous lui parlez méchamment, elle répond sur le même ton, etc. Techniquement, Maya repose sur un CSM, un Conversational Speech Model, une IA entraînée spécialement pour simuler les subtilités de la parole humaine. Le moteur est nourri par des réseaux neuronaux profonds et c'est ainsi qu'il apprend et qu'il parvient à construire une personnalité vocale crédible. On est loin des voix assez monocordes de Siri ou d'Alexa. Ça ressemble un peu au mode vocal de ChatGPT. Et pour avoir une idée précise, écoutez ce que ça donne, cette démonstration faite par Luc Julia, qu'on va retrouver un peu plus tard dans le courant de cette émission, car c'est lui qui m'a fait découvrir Maya, pour tout dire. Hey there, welcome to the wild world of my headspace. Okay, I mean, stop. I mean, don't start me there. I mean, let's talk about. I'm in Paris right now. So, can you tell me more about Paris? Paris, huh? Ooh la la la. So you're indulging in croissants and I don't like the way you talk. I don't like the way you do the stuff. So let's talk about Berlin. Berlin, yeah, I like Berlin. Berlin it is. Gritty, cool, and always evolving. What brings you to the German capital? Actually, I'm not there. I'm just trying to know where I can drink some good beer. Ah, a For sure. beer connoisseur. Okay, Berlin's your oyster. What kind of vibe are we going for? Dive bar? Trendy I don't know, microbrewery? Something. Beer with sausage. Big sausage with senf, mustard, chips. I mean, I like that. Ah, you want the full Bavarian experience in Berlin. I get it. Scent, eh? You've got me picturing those smoky... Bon, t'as compris, hein. Voilà, Maya, l'IA conversationnelle émotionnelle, on entend effectivement qu'elle y met du sentiment, c'est parfois troublant. La particularité aussi, c'est qu'il existe une version de Maya un peu allégée qui est disponible en open source. Et puis Sésame AI, donc la start-up derrière cette innovation, a de grands projets, car elle prépare également des lunettes connectées, des lunettes qui permettraient donc d'interagir avec l'assistant continu toute la journée, à la voix, pas d'écran, pas de bouton, juste le son, un produit concurrent des futures lunettes Orion de Meta, par exemple. L'idée derrière tout cela, c'est de faire oublier la technologie et de rendre l'assistant aussi naturel qu'un ami, encore plus convivial, encore plus chaleureux. On n'a pas fini de prendre ces créatures virtuelles pour des êtres humains et de tout confondre dans le monde qui vient. Plus d'infos sur sésame.com. Le débrief transatlantique.
Le débrief transatlantique entre Montréal et Paris. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Ravi de te recevoir dans Monde Numérique et merci de m'accueillir dans ton carnet, comme d'habitude, comme chaque semaine. C'est tellement bien dit. Bruno, cette semaine, on fête un anniversaire et alors les vieux observateurs de la tech que nous sommes, forcément, ça nous fait un petit pincement au cœur. Enfin, déjà 50 ans pour Microsoft, cette entreprise qui a vraiment marqué l'histoire de la tech. Moi, j'ai fait un édito sur ma chaîne ce vendredi. Toi, tu as fait un papier sur ton site, un papier intéressant intitulé d'ailleurs 50 ans d'héritage, d'erreurs et de réinvention. C'est vraiment comme ça que tu vois l'aventure Microsoft. Oui, parce qu'ils arrivent avec, évidemment, quand on regarde les dernières 50 années, c'est énormément de choses qu'ils ont apportées à la société, aux particuliers comme nos entreprises. C'est aussi des erreurs, et ça, c'est important de le dire, mais des erreurs à partir desquelles je pense qu'ils ont appris. D'ailleurs, je reviens sur, je trouvais ça tellement intéressant, je suis tombé là-dessus, sur Bill Gates qui parle de l'histoire de Windows Phone et de Android et comment pour lui, c'est le moment le plus difficile de sa carrière quand il regarde les 50 ans, d'avoir C'est un raté. ratage. Ben oui, d'avoir raté. Et donc, la réinvention, parce que pfiou, il y a eu des passages, je dirais pas à vide, mais il y a quelques années encore, on se demandait où était passé Microsoft. Et puis, un jour, je pense que c'est 2014, il y a un bonhomme qui arrive, Satya Nadella, et qui remet de l'ordre dans Microsoft. Et puis, c'est devenu l'entreprise que c'est devenu. Deuxième entreprise au monde. Et je sais pas si tu as été faire un tour sur le blog de Bill Gates, mais il a publié, j'avoue que je l'ai téléchargé parce que on est dans l'ordre de pièces archéologiques, Ouais. le code source original de Windows. Ah ouais? Oui, et alors il l'a publié, tu peux le télécharger en PDF. D'ailleurs, dans l'article, à la fin, il y a un lien pour aller le télécharger. Tu peux le faire imprimer, mettre ça sur le mur. Ah, c'est Et génial. c'est une œuvre d'art. Là. Ah ouais, C'est ça. ça devait être moins long que les dernières versions, hein. Ça devait être moins chargé, hein. Ouais, ça tenait sur une ou deux grosses disquettes 5 points. Hein. Mais toi, ça signifie quoi, 50 ans de Microsoft? Écoute, moi j'ai l'impression d'avoir, grandi quasiment avec cette, entreprise en fait parce que, j'ai découvert Microsoft, au début où je m'intéressais à l'informatique, hein, Microsoft c'était, c'était MS-DOS, c'était le basique, enfin c'était un des basiques et Ouais. puis ensuite Windows et puis il y a eu toutes ces aventures et donc je peux pas dire que j'étais, en admiration totale, mais ça faisait partie de mon environnement. Je me souviens d'ailleurs être allé sur le campus de Microsoft à Oui, Redmond, ça, c'est un à pèlerinage, ça. c'est un pèlerinage Ouais. mais j'étais comme un fou, j'étais comme un gamin à Disneyland parce que je As-tu pénétrais visité la dans boutique? oui, absolument. Ça, Oui, c'est bien le summum. sûr, la Ouais, boutique, ouais. truc de fou et j'ai vu le premier ordinateur sur lequel moi j'ai commencé qui était un TRS-80 et qui était là comme une pièce de musée, déjà. Alors que cette visite dont je te parle, ça date d'il y a déjà un paquet d'années, hein. Mais voilà, il s'est passé toute cette évolution et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher d'être admiratif. Il y a une espèce de côté sombre, à Microsoft. Il y a eu toute une période assez noire, au début des années 2000 où c'était le mal absolu. Ah oui, Il représentait tout ce qu'on pouvait détester, là. Exactement, tout était, ils étaient trop puissants en fait. Moi j'avais un petit peu de mal du coup à être véritablement critique par rapport à ça pour les raisons que j'évoquais juste avant. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est plus une aventure industrielle que technologique en fait Ouais. et on s'aperçoit comme tu le dis qu'ils ont à chaque fois su, tirer parti de leurs erreurs, s'adapter. C'est un énorme paquebot et qui malgré tout arrive à manœuvrer. Voilà, on peut dire plein de choses, je sais pas quoi, Windows est devenu une usine à gaz, ils ont fait ils nous ont emprisonnés dans leur écosystème, on en paye aujourd'hui avec toutes Oui. ces questions de souveraineté, ça devient un vrai sujet, hein, c'est qui est un peu inquiétant. On est prisonnier de l'écosystème Microsoft. Mais tu sais, quand on parle de savoir se réinventer, c'est de regarder les 3 dernières années, comment ils ont investi dans l'intelligence artificielle, Mmh mh. avec leur placement dans OpenAI au début. C'est pas évident de mettre, plein de milliards là-dedans, puis finalement, regarde, ça a porté fruit, là.
Ouais. Enfin voilà, c'est une date, importante. J'espère qu'on sera là pour les 100 ans. Je te confirme que je n'y serai pas. J'ai vérifié et puis, Moi je mais donc vérifie pas moi je ne vérifie pas ce genre de ah non? choses, hein. Non, mais Non, si non, vous non, voulez le mettre écoute. dans votre agenda, donc le 4 avril 1975, c'était ce moment où, 2 petits jeunes Ouais, qui ont vraiment la j'allais dire l'apparition ou le portrait de l'époque et qui décide de révolutionner, de rendre l'informatique personnelle accessible à tous. ouais, Un peu tout comme à fait, Steve Jobs a essayé de le faire de son côté et on peut dire que, ben, les 3 ont réussi. exactement. Bon Bruno, plus récemment et pour revenir à l'actualité chaude du moment, il y a, ce tremblement de terre économique, Ce tremblement de terre, décrété par ce ton ami Donald Trump. Je dis ton oui, ami parce que tu es plus proche de lui que moi, hein, oui, géographiquement. oui, Géographiquement seulement, hein, on est merci. donc cette histoire de droits de douane qui est un problème, économique, politique et cetera, mais qui concerne la tech parce que, ça pourrait bien avoir un impact sur, toute l'économie de la technologie. Ouais, ben, c'est ça qui est intéressant, puis il y a comme 2 aspects parce que la technologie qu'on utilise, mais physique, donc les ordinateurs, les microprocesseurs qui sont à l'intérieur, les téléphones et compagnie, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi les services en ligne et ça, c'est un autre pan où là, on est en train de voir à quoi ça va ressembler. Mais si je reviens à la technologie physique en tant que telle, Mmh. moi, j'avais une bonne pensée, hier soir en voyant les tarifs, qui étaient lancés par l'administration Trump. Quand je voyais, bien évidemment, on savait que la Chine allait y goûter, Oui, et ça, ils prennent puis cher, hein. oui, ben, ils prennent cher et là, c'est drôle parce qu'il y avait des joueurs qui disaient et il y avait un mouvement là, je pense à Apple, mais il y en a d'autres qui ont fait le déplacement latéral. Ils ont dit: «Bon, on va sortir notre fabrication de Chine pour la faire dans les pays voisins», toujours en restant dans l'Asie du Sud-Est et puis ils ont été notamment au Vietnam et là, quand tu Ouais. regardes les tarifs qui sont mis sur les droits d'exportation, de des produits qui sont fabriqués à partir de Vietnam, tu 46%, tu te dis à Apple, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont se mettre à exactement. hausser, tout le prix de tout leur équipement alors que, une bonne partie de leur fabrication vient de là maintenant? Ouais, ouais, c'est énorme. 46% pour le Vietnam. En ce qui concerne la Chine dont tu parlais, parce qu'ils ont encore quand même des choses qui sont Ouais, fabriquées en ouais, ouais. Chine, hein. Ils étaient à 20%, ça va passer à 34%. Donc ça, concrètement, ça va se traduire par une augmentation des prix des produits Apple, incontestablement. Ouais, On ouais. parle d'Apple parce que c'est le plus emblématique, mais ça risque de concerner tous Ben, les c'est tout le fabricants, monde. toutes les marques. Ouais. Ça, c'est pour la partie matérielle, tu l'as dit, donc des produits, de marques américaines qui vont être ensuite importés en Europe. Et sur les logiciels, moi j'ai vu passer beaucoup de messages de personnes inquiètes ici en France Mmh. qui disent: «Beh, nous on est tellement dépendants, des logiciels américains, outre les questions de, souveraineté, enfin technique et cetera, est-ce qu'on va aussi devoir en payer, en faire les frais? Est-ce que ça va, augmenter le prix des licences, Microsoft précisément?» Ou Et ça, Adobe, non. ouais, ou Adobe ou autre, bien sûr. Alors ça, bah, en fait, c'est pas impossible, même si c'est pas mécanique, puisqu'il y a pas les mêmes taxes sur les produits dématérialisés que sur les produits physiques. Mais ce qui peut se passer, c'est que Microsoft ou Adobe ou autre du fait enfin peut-être que vont devoir s'approvisionner, auprès d'autres pays et donc ça va, eux, leur coûter plus cher. À ce moment-là, ils risquent d'augmenter leur prix et si en plus, face aux mesures de Donald Trump, l'Union européenne ou chaque pays européen décide, de contrer, enfin de les énerver en imposant des droits de douane en retour, des augmentations de droits de douane, bah, là aussi, ça fera augmenter les prix, des licences. Mais pour l'instant, alors faut pas effrayer tout le monde, Ouais. hein, pour l'instant, il y a rien de joué dans ce domaine, mais c'est un scénario possible. Ouais, puis, puis ton mot est tellement juste, si on veut les énerver, parce que je voyais, c'était dans un quotidien parisien, mais je me souviens plus lequel, qui disait: «Ben, ah ouais, ah ben, nous, on va les attaquer sur le numérique», Ouais, sachant que c'est hyper présent maintenant en Europe. Mais bon, de l'autre côté, les bons vieux Américains, eux, ils se disent: «Bon, on va taxer les bouteilles de vin». Tu sais, c'est comme le ouais, bah, symbole, ça, c'est français. toujours à chaque fois, ils nous Ouais, ressortent les bouteilles de vin et le franc. Bah, écoutez les mecs, vous boirez plus de vin français, tant pis pour vous, hein. ben, c'est ça. Prenez votre Tant californien, puis ça suffira. ouais, tant pis pour vous. Il est pas Mais non, mal, mais mais j'ai bon. vraiment hâte de voir ça va être quoi. Là, on va laisser passer les jours, hein, mais de voir, qu'est-ce que ça va être la réaction. Mais j'avoue que moi, je suis très surpris parce que, évidemment, du point de vue du Canada, Et oui, vous êtes ça concernés aussi, c'est on était exactement les la même premiers attaqués. problématique.
On était Bien les sûr. premiers à attaquer avec le Mexique et c'était toujours 25 25 25 Mmh. Finalement, lorsqu'on dépose les bulletins, ben, on s'est rendu compte que là, tout ce qui est couvert par l'entente de commerce, entre déjà existant entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça reste la même chose, donc ils sont pas touchés par ces tarifs-là. Et puis, bon, l'aluminium, et l'acier, c'est 25 mais ça, on le savait, mais le Mmh. reste, c'est seulement 10. Alors qu'on s'attendait à avoir 25, peut-être 35, peut-être 50. Mais là, finalement, ils se sont calmés par rapport au Canada, alors qu'ils ont décidé d'aller parsemer, la planète, Ouais. de cette nouvelle Bon, elle est pas sortie de l'auberge, guerre hein, de mon tarifs mon mon douaniers. mon pauvre Bruno. À part Non, ça, de quoi oh, ça parles-tu va dans bien. ton carnet cette semaine? Ben, écoute, c'est drôle que tu me poses la question parce que je me posais moi-même cette question-là Oh! jusqu'à, ce matin quand j'ai fait le tour de mon sommaire. Non, non, je fais des blagues. Mais, ben, notamment, je parle d'une norme qui va peut-être t'intéresser, c'est la Badge AI. Alors imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui, de chez lui, a pensé à développer une norme qui permet de savoir le degré d'utilisation de l'IA dans la création d'un texte, d'une vidéo, une photo ou d'une musique. Et donc, ça va de 1 à 4 selon le niveau d'utilisation de l'IA. Donc, si c'est légèrement ou si c'est totalement créé par l'IA. Et je trouve ça intéressant. Alors, je parle au créateur de cette norme. Évidemment, lui, il souhaite que ça soit adapté par les créateurs. Sinon, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais d'encadrement, notamment avec des gens qui représentent des Mmh. spécialistes des Gros ressources sujet ça humaines. dans les Donc, entreprises. c'est l'ordre professionnel des conseillers. Exactement. Alors, je parle, ils viennent de déposer un mémoire sur le sujet au gouvernement qui est en train de se faire une tête là-dedans. Alors, on va voir. Puis sinon, j'ai une entrevue avec Martin Dutout et lui, c'est un spécialiste de l'achat et de la vente d'entreprise et on parle parce que là, c'est une situation où il y a bien des gens qui se disent: «Ben, Ouais. dans quoi devrions-nous investir dans cette, ère, plus ou moins, stable?» Ben, justement, alors il me parle du monde du numérique et comment il aide des entreprises et des investisseurs à acheter et vendre dans ce contexte-là et c'est fort intéressant. Alors on se tient si tu as des auditeurs qui veulent investir au Québec, là, Eh ben, je te ça les peut être envoie, hein, quelqu'un d'intéressant à connaître. dès que j'en entends parler. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne route et bonne fin de podcast, mon cher Bruno, et puis, bah, à la semaine prochaine, hein. Pareillement, salutations à tes auditeurs. Bye. Ciao, ciao. Monde numérique, le meilleur de la tech. Le meilleur de la tech avec, tout à l'heure pour la suite de l'hebdo, les géants du numérique à la recherche d'énergie décarbonée pour alimenter leur data center géant. C'est un enjeu environnemental et on en parle avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Avant cela, on va retrouver Luc Julia pour l'humeur de Luc Julia, un rendez-vous mensuel dans Monde Numérique. Le co-inventeur de Siri va nous parler de Siri justement, le retard d'Apple en matière d'intelligence artificielle et puis aussi de la folie Ghibli sur ChatGPT. Mais avant cela, direction Vivatech, vous savez le rendez-vous tech à Paris, ce sera début juin et je reçois Pierre Louette des Échos Le Parisien, co-organisateur du salon. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Pierre Louette. Bonjour. PDG du groupe Le Parisien Les Échos et co-organisateur du salon Vivatech 2025 qui aura lieu donc du 11 au 14 juin. Cette édition 2025 de Vivatech, Pierre Louette, est, je crois que c'est intitulé Nouvelles frontières et l'invité d'honneur c'est le Canada. Pourquoi ce choix? C'est quoi? C'est un choix politique ou c'est purement technologique? Non, c'est un choix, on va dire, technologique. C'est aussi les rencontres. Il faut préciser à la lumière de l'actualité la plus récente que le choix a été effectué plutôt en septembre-octobre dernier, donc avant les nouveaux, soubresauts, que l'on connaît. Ouais, Hem nord-américain.
Nord-américain, voilà. Moi, il se trouve d'ailleurs, c'est un élément, parmi d'autres, mais moi, j'étais il y a 1 an exactement au Canada, et aux États-Unis pour, rencontrer toute une série d'acteurs des médias et de l'IA, et j'avais été à Toronto et j'ai vu la plateforme, l'espèce de cluster, de hub, d'IA Vector à Toronto qui a produit énormément d'entreprises et de scientifiques, et d'ailleurs un prix Nobel, dans ce domaine-là. Donc voilà, le Canada est vraiment un des grands pays de l'IA, et par ailleurs, on a chaque année un country of the year, un pays de l'année mis à l'honneur. On a eu l'Inde, on a eu la Corée du Sud, puis le Japon qui voulait montrer qu'il était un pays de la tech et qui voulait le redevenir. Et là, le Canada qui a beaucoup à raconter. Voilà, comme ça se passe comme ça. Peut-être qu'un jour on aura le Brésil, par exemple, qui est lui aussi un pays qui veut se montrer sur la scène de la tech. On ne sait pas Mmh. encore, quoi, mais chaque année on fait ce choix. Bien sûr. Bon, je vais vous poser la question, bateau. Alors quelles vont être les tendances, les grandes thématiques cette année à Vivatech? Alors, j'ai l'impression que on approfondit des tendances qu'on a forcément déjà un peu, esquissées les années précédentes. D'abord, au-delà des tendances thématiques sur lesquelles je vais revenir, on a un esprit global à Vivatech, c'est de donner à voir la tech du monde. Donc il y a 160 nationalités qui seront là, plus de 50, pavillons, pays, plein de pays d'Afrique, des pays du monde entier. Moi je dis ça souvent parce que je l'ai vécu. Jadis, on devait aller à Las Vegas au CES pour voir la tech, et notamment pour voir la tech française. Aujourd'hui, Mmh. on voit à Vivatech la tech française et la tech du monde. Donc les pays rivalisent souvent d'envie de se présenter. Donc c'est global, ce qui est bien dans une époque où on parle à nouveau de frontières tarifaires, voilà. Bon, nous on est absolument, la tech c'est global, et Vivatech c'est global. Après les tendances, ça sera encore plus que l'an dernier, vraiment la grande année de l'IA. Je sais pas s'il y aura pas plusieurs grandes années de l'IA, hein. L'IA, Mmh. on le voit bien, elle est absolument partout. Elle était déjà à Vivatech les années précédentes, mais là, chacun veut montrer ce qu'il en fait, comment il s'en sert, comment il la domine, comment il la développe. Et puis, c'est toutes les nouvelles frontières du business, et notamment l'utilisation de l'IA dans les domaines qu'on a tracés depuis longtemps, donc les mobilités, la santé, l'extension en fait des capacités de l'homme à faire des travaux complexes, la robotique. Enfin voilà, c'est un peu toujours, il y a des sous-ensembles qui sont montrés, et la géopolitique effectivement est un peu une nouvelle dimension là-dedans. On aura des startups qui interviennent dans le domaine de la défense. Alors c'est pas incompatible avec les domaines de la responsabilité environnementale, hein. C'est vraiment, comme on le sait, souvent de la défense que viennent des innovations qui ensuite sont utilisées dans le monde civil. Et puis malheureusement, j'allais dire, le monde a remis à l'ordre du jour ce genre de questions-là. C'est pas Vivatech qui l'a fait, mais on est au milieu du monde dans lequel nous vivons. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Vivatech, Ouais. comment est-ce que vous le définissez? À quoi sert Vivatech? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors Vivatech, c'est d'abord un événement. C'est pas un salon, hein, voilà, pour le définir négativement. C'est un événement, c'est-à-dire qu'à Vivatech, on va faire l'expérience concrète pendant 4 jours, 3 jours B2B plutôt pour les professionnels, et 1 jour grand public le samedi, où là on voit des familles avec des landaus, enfin bon, faire l'expérience de la tech. On la voit déployée pour de vrai. C'est pas comme on dit, des slides, enfin des transparents, on disait jadis, ou Mmh. des feuilles de papier sur lesquelles il y aurait des concepts décrits. On voit les choses. Moi, c'est à Vivatech que j'ai vu. D'abord, j'étais à l'époque chez Orange, hein, et donc j'étais un peu consommateur ou sponsor de Vivatech, et on voyait le futur, quoi. On se disait, ah, il y aura des taxis volants. Moi, j'en ai vu dans Blade Runner, Mmh. au Bah, cinéma. il y en a pas encore beaucoup, hein. Alors, ils ont pas décollé complètement, mais Ouais, non, ils ont été interdits, je crois, certains. ouais, ouais, Mais ouais. en tout cas, bon, ils étaient là. Alors, vous avez, je prends un deuxième exemple, vous allez vous faire rire aussi, mais il y avait des taxis qui survolent la Seine. Bon, ça n'a pas été complètement Ouais, autorisé non bah, plus. oui, Mais par contre, et on a vu avec les Freud. premiers, par exemple, des robots quadrupèdes qui ressemblent un peu à des chiens robots. Eh ben, on sait que certains maintenant sont utilisés pour faire de la livraison dans des endroits compliqués, voilà. Donc c'est quand même une vision du futur qui va advenir. C'est pas un futur hyper lointain quand même. Et d'ailleurs, les premières sociétés qu'on a pu accueillir à Vivatech ou qu'on a vues comme exposants, entre-temps, une partie d'entre elles sont devenues des licornes, sont devenues d'énormes Mmh. sociétés qui ont des noms importants. Donc c'est voir le futur de la tech, voir la tech en action, et voir, et puis alors pour les milliers de startups qui viennent, on parle de 13 000 startups, hein, 14 000 peut-être cette année qui viendront.
elles font du business. Donc c'est assez concret. C'est un chiffre que je cite souvent. On pense que pour, la plupart des startups qui viennent, 40 de leurs contacts commerciaux de l'année sont faits à Vivatech. Ah oui, Un peu d'accord. moins de la moitié de tout ce qui est génération de contacts pour des distributeurs, des acheteurs, des partenaires, des gens qui vont financer, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de foire aussi, très intense du Oui, point il de y a vue du commercial. concret. Alors malgré tout, bon, vous dites on voit le futur, c'est vrai, mais c'est et puis, malgré l'importance et l'aura que Vivatech a réussi à acquérir au fil des années, hein, c'est vraiment un rendez-vous qui s'est imposé, en tout cas en France et aussi à l'échelle internationale. C'est vrai qu'on commence un peu à en parler un peu à l'étranger. Malgré tout, c'est pas là, par exemple, que les grandes entreprises de technologie font leurs annonces et présentent leurs nouveaux produits. C'est-à-dire que on peut voir parfois des implémentations de choses qui ont été annoncées ailleurs, mais on a l'impression que ce n'est pas encore le rendez-vous attendu par les marques pour dévoiler des nouvelles choses. Bah, c'est pas tout à fait vrai en fait parce que depuis des années, on a à Vivatech alors c'était particulièrement le cas dans le domaine de l'automobile. C'est-à-dire que Audi a montré la première version d'un véhicule futuriste. Il y a j'ai souvenir en tête, mais il y en a beaucoup d'autres à citer. Si, il y a vraiment des sociétés qui attendent Vivatech pour montrer quelque chose qui n'a pas été montré ailleurs. Mmh. Moi, je peux comparer, j'étais au CES à Las Vegas quelques fois dans ma vie. Bon, le CES, c'est vraiment là, pour le coup, une sorte d'énorme Barnum foire, avec, y compris des tout petits fabricants de boulons ou de ou d'éléments informatiques Ouais, je sais pas si vous avez été dans les à côté, quoi. Donc ça mélange vraiment ouais, bien le sûr. très grand et le très petit. C'est un petit peu, comment dire? Surdéveloppé, on va dire, mais il y a pas tellement plus de visiteurs et il y a pas tellement plus de business qui s'y fait. Donc si, il y a des gens qui réservent, des lancements à Vivatech, et il y a surtout beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de pays qui viennent montrer en quoi leur région, leurs industries, sont en avance ou d'ailleurs méritent de s'exporter. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, alors c'est peut-être une chose aussi qui est importante à dire pour le Canada et au fond je faisais ce parallèle assez inattendu avec Israël parce que ce sont 2 pays de taille assez violemment différente, ça vous l'aurez Mmh. pressenti. Mais dans les 2 Mmh. cas, ce sont 2 pays qui n'ont pas un marché intérieur énorme et donc ce sont des pays pour lesquels quand on crée une boîte et ben, l'avenir c'est quand même l'international. L'avenir c'est le monde et la tech, elle Mmh. permet ça. Voilà donc on a des innovations qui sont dévoilées, mais on a surtout beaucoup de gens qui veulent se rencontrer et se frotter les uns aux autres et montrer tout ce qu'ils peuvent apporter, au monde de la tech. Merci beaucoup Pierre Louette, Merci à vous. PDG du groupe Le Parisien Les Échos et donc on se retrouve à Vivatech à Oui, partir du 11 juin 2025. volontiers. Merci. Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme. co-inventeur de Siri, directeur scientifique de Renault, expert, docteur en intelligence artificielle, faut le rappeler quand même, hein. Très heureux de te retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique pour que tu nous livres un peu ton regard, ton humeur sur l'actu tech. Et ce mois-ci, ça ne t'a pas échappé, Luc, il y a eu en quelques jours là, cette espèce de phénomène incroyable, ce déferlement sur le générateur d'images de ChatGPT, une nouvelle version encore plus puissant et qui est donc capable maintenant de fabriquer des images à la manière et notamment à la manière du studio Ghibli, le studio japonais très célèbre dans le domaine des mangas, etc. Et alors tout le monde s'y est mis, mais je crois que ça t'a un petit peu énervé, toi. Bah oui, bah, moi aussi je suis un énervé permanent, mais je suis énervé pour 2 choses, hein, avec, Ghibli. Alors déjà, moi je connaissais pas les mangas, je suis pas fort là-dedans, mais par contre, bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai vu comment les gens l'utilisaient et ils utilisent ça n'importe comment et en fait, c'est grave. C'est très, très grave parce que, ils filent des images de famille en général, des images d'eux-mêmes. Bon, tous les gens font des selfies depuis très longtemps, donc ça fait longtemps qu'ils filent leurs images au Facebook et autres, réseaux sociaux. Mais là, ça en devient grave parce qu'on a envie de faire toute ta famille parce que c'est cute, c'est mignon, c'est Bah oui. sympa, hein et donc tu te retrouves, avec des images qui sont aspirées complètement, par OpenAI, qui du coup créent une base de données absolument gigantesque de gens, de vrais gens, qui seront, modifiés, transformés pour pouvoir, créer ou générer d'autres vrais gens. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont ressembler beaucoup, heu, à des vrais gens et donc du coup, cette base de données d'images, de photographies de vrais gens, Mmh. elle va être utilisée certainement à mauvais escients,
à un moment donné. Ça veut dire pour générer les trucs qui seront dans des situations où tu veux pas forcément te retrouver. On connaît, les trucs, de porno, Ouais, les qui sont deepfakes. faits, les trucs pédophiles et cetera et cetera. Enfin bon, et là, avec le nombre d'images qui sont, comment aspirées, il y a eu d'énormes chances que des choses vont être générées, vont être très, 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 très mauvaises, et certains vont se reconnaître, même si c'est, encore une fois, si c'est censé modifier, machin et tout ça, Mmh, c'est mmh mh. les IA génératives, c'est pas, ça prend jamais l'image exacte. Mais là, il va y avoir tellement d'images, il y a tellement de choses, il y a des probabilités non négligeables pour que, ces images se retrouvent, dans des situations où on n'a pas envie, de se retrouver. Donc ça, c'est Ouais. très embêtant parce que, Mais ça on met ça veut pas n'importe quoi. est-ce que ça veut dire que, notre propre image risque, vraiment d'être utilisée? Mais c'est déjà le cas. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux aller piquer des images, même des vidéos, Ouais, sur internet, ouais. des gens Normalement, qui enfin, publient il y beaucoup. a des copyrights normalement, même si tu donnes pas, il Mmh. faudrait que tu donnes ton consentement. Là, Mais tu donnes OpenAI, ton c'est pas trop ce que consentement. c'est, hein, les copyrights. Bah, ouais, ouais, je sais bien, mais là, tu donnes ton consentement implicite parce que tu la files, tu donnes Ouais, ta ouais. photo, tu vois? Donc tu peux pas aller après dire: «Ah bah, attends les gars, tu m'as piqué ma photo». Bah non, c'est toi qui lui donnes la photo, d'accord? Mmh. Sur internet, tu peux toujours dire: «Ben, j'avais une photo sur internet, j'avais pas donné les droits, à quelqu'un pour l'utiliser». Tu vois? C'est ce qui s'est Mmh. passé d'ailleurs, dans les procès actuels qui se passent avec Stable Diffusion, le Getty Images, par exemple. Getty Images dit: «Bah, on n'a pas donné les droits explicites pour que vous alliez Mmh. sucer toutes nos Ouais, données qui sont sur internet, disponibles». Mais il y a le ouais, watermarking qui dit que c'est bon, bref. ouais. Donc ça, c'est embêtant. Le deuxième problème, excuse-moi, le Mmh. 2e problème, c'est, que ça prend énormément d'énergie, ce truc. Mmh. D'accord? Donc là, il y a des millions de personnes, comme tu as dit, qui l'ont utilisé depuis que c'est sorti, qui l'ont utilisé, mais c'est un trou, énergétique qui est absolument, extraordinaire. Donc non seulement en électricité, on en a déjà parlé, mais aussi en flotte. D'accord? Il faut toujours se rappeler que l'eau est une ressource qui est beaucoup utilisée dans les data centers pour refroidir ces data centers, et ces millions de conversions, enfin de génération d'images, utilisent des millions de litres d'eau, gâchent des Ouais. millions de litres d'eau. Luc, autre sujet, dans l'actualité, en ce moment, c'est l'arrivée, alors c'est quelque chose que tu connais très, très bien. C'est un sujet que tu connais très bien ce sujet-là. C'est donc l'arrivée en France maintenant d'Apple Intelligence, désormais disponible, et Apple Intelligence, la promesse d'Apple, c'était de nous offrir un Siri un peu plus intelligent. Bon, bah, Siri, c'est ton bébé, hein, à l'origine, et je sais que tu n'es plus dans la boucle, mais le Siri, promis par Apple, n'est pas au rendez-vous, quoi. Siri, il est à la ramasse. Bon, ouais, alors, déjà, bon, juste un mot marketing, de génie, on en a peut-être déjà parlé, je m'en rappelle plus, mais AI, Apple Intelligence, bon, c'est du génie, d'accord, hein? Ils se sont Ouais. réappropriés les AI. Donc ça, c'était fort. Artificial Intelligence, Apple Intelligence, AI, magnifique. Donc ça, coup de génie quand même, d'Apple, une fois de plus en marketing. Maintenant, en exécution, c'est à pleurer. Mmh. C'est effectivement, ils sont à la ramasse complet, hein. Bon, on a dit que Google était à la ramasse par rapport à OpenAI, et cetera, et cetera. Eux, ils sont à la ramasse complet depuis longtemps sur les IA génératives. Mais il y a un petit coup de génie quand même, hein, Mmh. qu'il faut noter, parce que comme ils savent très bien qu'ils sont à la ramasse, ils ont quand même réussi à intégrer OpenAI justement, Mmh. ChatGPT dans le machin, où c'est ChatGPT qui, porte tout le coup. C'est-à-dire que eux, Apple, ils payent 0. Ah Et ouais. qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent. Donc ils apprennent, ce que les gens sur leur téléphone vont faire, et donc ce qui va être, dirigé le plus vers OpenAI, quelles sont les requêtes les plus souvent demandées, tout ça. Et ça, je peux t'annoncer officiellement, même si j'en sais rien, que, dans quelques mois, ces trucs-là, ça va rentrer dans Siri, ça ira plus dans OpenAI. OpenAI aura essuyé les plâtres, et D'accord. Apple va récupérer, les lauriers là-dessus. Mais bon, pour ça, il faudrait effectivement qu'ils travaillent un peu. C'est pas nouveau, hein, si tu te rappelles, bon, Siri est sorti en 2011. En 2013-2014, Siri gagnait plus. Siri était plus numéro 1, même si pendant Mmh. 2 ans ça a été, des trucs extraordinaires, mais en 2013-2014, c'est quand il y a eu le deep learning qui est arrivé, c'était tout basé sur le machine learning, les trucs qui étaient avant. Donc le deep learning arrive en D'accord. 2014, 2013-2014, et Amazon arrive aussi à ce moment-là, avec Alexa.
d'accord? Et Alexa est une révolution, encore une fois, il faut faire attention Tout au à mot fait. révolution, mais elle est une révolution dans la qualité, en fait. Alexa est en train de battre Siri en 2014 parce que c'est bien meilleur, ça réagit mieux, ça a l'air mieux comme ça et c'était mieux parce ils utilisaient effectivement du deep learning, ce que Siri a mis 3 ans à prendre comme virage. C'est-à-dire que c'est qu'en 2017 pardon, que Siri a rattrapé un peu Alexa, a recommencé à rattraper Alexa et Google d'ailleurs aussi qui faisait Google Home à l'époque. Donc c'est un diesel, Apple, d'accord? C'est-à-dire que, ils ont du mal à, heu, à vraiment, innover dans ces machins-là. Ils vivent sur leur laurier et ils en ont beaucoup, d'accord? Et donc prendre une nouvelle technologie, l'intégrer, c'est compliqué. Parce que ce qu'on a, ça marche bien, donc pourquoi s'emmerder à faire quelque chose qui va être potentiellement qui va pas marcher? Mais on regarde, on voit que le marché est en train d'adopter le machin, c'est ce qui est passé avec, Alexa et bon, là, on se pousse à faire le truc. Et donc c'est quand, encore une fois, 2017 que Siri est devenu à peu près au même niveau qu'Alexa à nouveau et puis là, bon, 2022, arrivent ces IA génératives. Bon, on va attendre un peu comment ça se passe, on va regarder. 2025, 3 ans plus tard, on commence à se sortir un peu les doigts, et on dit: «Bon, bah, voilà, on va piquer un peu les trucs d'OpenAI pour voir comment ça marche et on va prendre encore 1 an avant de faire les trucs». Et là, les machins, les features, alors les features qui arrivent en Europe sont pas les mêmes que celles qu'on a nous ici aux États-Unis, Mmh mh. hein. Mmh. Nous, on a un peu plus de features parce qu'il y a la peur des DMA, DSA, RGPD, enfin tous vos AI Act et tous les machins que vous avez en Europe. Donc effectivement, toutes les features sont pas déployées et les features qui, sont déployées en Europe font un peu pleurer, hein. Ça sert pas à grand chose. Il y a un peu, il y a un générateur d'images, il y a un peu de résumé des Oui. emails, bon, voilà. Donc c'est un peu triste par rapport à ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années, d'accord, avec tout le reste. Mais encore une fois, c'est un diesel et je prédis que, l'année prochaine, 2020 enfin là, en septembre, ils vont annoncer 2-3 trucs encore et puis, enfin en juin, en En septembre juin. et puis en 2026, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus intégré, un Siri qui sera un peu musclé, à l'intelligence artificielle générative, qui va être beaucoup plus, dans les dialogues d'ailleurs aussi, ça va profiter des avancées aussi dans là-dedans et on va pouvoir la couper, on va pouvoir elle va être beaucoup plus, sympa, mais il va falloir attendre effectivement, je pense encore, au moins 1 an et on va voir disparaître OpenAI, de son spectre parce ils auront bien essoré, et bien utilisé. Merci Luc Julia, ravi, comme d'habitude, et c'est un plaisir de t'écouter, et si tu es d'accord, eh bien, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir, on aura plein de trucs nouveaux, je suis sûr. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, ravi de vous retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF. Julien, c'est la course à l'intelligence artificielle, je n'apprendrai rien à personne. Derrière l'IA, on le sait, il y a les data centers avec beaucoup d'annonces d'ailleurs à ce sujet, mais les data centers, ce sont des gouffres énergétiques et pourtant, bien les opérateurs du numérique ont promis d'aller vers moins de consommation énergétique ou en tout cas moins d'émissions de gaz à effet de serre. Alors comment est-ce qu'on résout cette équation? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est très compliqué, mais il y a une voie et c'est possible et évidemment le sujet est très technique, mais je vais essayer d'être, vraiment le plus simple possible parce que c'est un sujet absolument fondamental pour notre avenir à tous, surtout les passionnés de la tech. Si on veut pouvoir continuer d'utiliser tous nos devices et toute cette intelligence artificielle sans trop, voilà, mauvaise conscience, c'est vraiment quelque chose d'absolument clé. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années, 2020, 2015, 2020, tous les grands de la tech, hein, les Google, les Microsoft, les Amazon, les Apple, ont tous dit qu'ils allaient être neutres en carbone en Ouais. 2030. 2030, en fait, c'est dans 5 ans, hein, donc on y est là, hein, c'est vraiment tout de suite. Et ils y croyaient, en particulier en décarbonant leur data center, mais l'arrivée de l'IA, les consommations énormes de ces nouveaux data centers dits hyperscalers, c'est-à-dire des data centers qui consomment une énergie en particulier absolument colossale, fait que ils se disent on va peut-être pas y arriver. Mmh. Et donc c'est Google en particulier qui a fait ce constat en 2020 et qui s'est dit eh ben moi
je vais essayer de faire émerger sur le marché des offres de fourniture d'électricité qui seront décarbonées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On appelle ça dans notre jargon les CFE 24/7, donc les Carbon Free Energy 24/7. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on disait mon data center est alimenté en électricité décarbonée, et ce que tous les grands de la tech font déjà ou annoncent déjà, en fait, on fait un rapport, mais annuel, entre la consommation et la production. Mon data center consomme 100, Mmh. donc je vais m'assurer que dans le pays où je suis, il y a au moins 100 de production d'électricité décarbonée. Donc décarbonée, ça veut dire renouvelable, nucléaire, donc des éoliennes, des panneaux solaires, du nucléaire, je l'ai dit, de l'hydraulique, etc. Et ça, évidemment, ça marche dans des pays où l'électricité est déjà largement décarbonée. Donc en France, vous le savez, Comme la France. 97% d'électricité carbonée, mais en Suède aussi, où il y a beaucoup d'hydro, ou au Québec, où il y a beaucoup d'hydraulique aussi. Mais enfin, cette logique, elle est quand même très, très bancale, parce qu'en fait, on fait une moyenne annuelle, mais il y a quand même un grand nombre d'heures où l'électricité, elle est produite en fait à base de charbon ou de gaz, y compris dans ces pays. Donc Google, d'ailleurs, le disait dans un papier qui date de 2020, dans un article, son électricité consommée réellement, en fait, elle est décarbonée à 96% dans certains pays, mais seulement à 3% dans d'autres. Donc, dit Ah ouais. autrement, il y a des pays où ils ont seulement 3% d'électricité propre, ce qui est quand même pas tout à fait à la hauteur des engagements qu'ils ont pris. On peut les Donc, en citer fait, sans les marquer au fer rouge? oui, alors, non, mais par exemple, pour prendre des pays qui peuvent ça peut paraître un peu caricatural, mais tous les pays en stan, dont le nom se termine en stan en Mmh. Europe, clairement, sont des pays très, très carbonés. La Pologne est un pays très, très carboné. L'Allemagne est un pays très, très carboné qui produit principalement à base de charbon et de gaz. Les États-Unis sont assez carbonés puisqu'il y a beaucoup de centrales thermiques également aux États-Unis. Donc en fait, c'est vraiment dans tout type de pays et de géographie. Et là, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de l'Inde, enfin, etc., qui sont des pays qui se décarbonent vite, mais qui gardent encore une production carbonée extrêmement, extrêmement importante. Donc l'idée de cette décarbonation complète de l'électricité des data centers, elle réclame de la tech. Elle réclame vraiment une révolution technologique pour pouvoir, au lieu de regarder le sujet à un pas annuel, le regarder chaque heure. C'est-à-dire, chaque heure, on regarde, jour comme nuit, hiver comme été, on regarde si il y a bien du solaire, de l'éolien, du nucléaire, de l'hydraulique, de la géothermie, etc., qui vient répondre aux besoins de mes data centers. Et donc, pour arriver à ça, évidemment, cet objectif de 100% d'électricité décarbonée en 2030, qui est donc cette ambition de Google, de Microsoft et de tous les autres, ça veut dire qu'il faut être capable de suivre heure par heure à la fois la consommation de chaque data center, mais aussi les moyens de production qui sont mis en route en face. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez compliqué, mais on a des solutions techniques et technologiques. Et par exemple, il y a une solution qui est très connue, il y a une start-up danoise qui s'appelle Electricity Map, qui est très connue des connaisseurs, qui couvre 230 régions dans le monde, parce qu'un pays en fait peut correspondre à plusieurs régions, par exemple aux USA. Et vous pouvez tous l'utiliser sur votre smartphone. Electricity Map vise à justement donner en temps réel l'émission de CO2 des moyens de production, de chaque moyen de production, en l'occurrence des pays où ils sont présents, pour pouvoir faire ce matching. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fin, qui est très technique, parce qu'il faut que je puisse savoir à n'importe quel moment combien j'ai d'éoliennes qui tournent et quelle électricité elles produisent, combien j'ai de panneaux solaires qui reçoivent les rayons lumineux et combien ils produisent, et etc., pour chacun des actifs finalement de production, et pas l'ensemble agrégé de toutes les centrales. Et alors, question, là on parle au futur ou on parle au présent? Il y a déjà des data centers qui sont plugués sur ces installations? Exactement, et il y a déjà des data centers qui font ce travail donc de modulation finalement de leur consommation en fonction du moment et du type d'électricité disponible sur le réseau. Mais il y a aussi surtout des contrats d'approvisionnement qui sont passés. Par exemple, il est public, donc je peux le dire, Microsoft l'a annoncé, Microsoft a fait un grand appel d'offres européen pour justement que des fournisseurs d'électricité comme EDF et comme beaucoup d'autres en Europe soient capables de lui fournir cette électricité garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, zéro carbone. Et c'est quelque chose de très complexe. Je crois qu'on l'a compris avec mon explication. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais on est tous les opérateurs et les fournisseurs d'énergie et les producteurs d'énergie sont en train de travailler à ces offres. Donc c'est une réalité ici et maintenant. Mais
comme je l'ai dit, hein, tous les grands de la tech se sont donnés jusqu'à 2030 pour réussir ce pari. Donc, il nous reste 5 ans pour finalement réussir d'un point de vue mondial, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour tous les opérateurs et les producteurs et les fournisseurs d'énergie, d'être capable de fournir ces contrats très spécifiques, garantis électricité verte tout le temps, toute l'année, chaque heure, quel que soit le temps, quelle que soit la consommation, même quand il fait très froid, même quand il fait très chaud. Bref, c'est un enjeu assez extraordinaire. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'est fini pour Monde Numérique, l'hebdo du 5 avril 2025. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos dons à vous qui avez contribué, car vous pouvez soutenir financièrement, si vous le souhaitez, Monde Numérique. Et vous êtes déjà plusieurs à participer de manière régulière d'ailleurs. Sachez que, évidemment, c'est un geste qui est très très apprécié. Alors, sans mettre la main au porte-monnaie, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast principalement pour ce podcast, qui contribue à son référencement, à sa visibilité. Vous pouvez m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast éventuellement, sur le site mondenumérique.info. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, ne ratez pas, si vous ne les avez pas entendus, les interviews en version intégrale, disponibles en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Et puis, des vidéos sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Vous pourrez retrouver notamment ce week-end mon édito sur les 50 ans de Microsoft ou encore l'interview de Benoît Grunemwald sur la sécurité des messageries instantanées. C'est donc sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Vous pouvez vous y abonner. Voilà, passez une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.